Oui, bonsoir à tous. Écoutez, semble qu'il y a un léger frémissement qui s'empare de la campagne européenne, hein. L'intérêt pour cette élection va crescendo, même si, à notre goût, ça a été un peu long à démarrer parce que ça fait quelques semaines, voire mois, qu'on est déjà, nous, sur le pont. C'est un peu normal d'ailleurs parce qu'à part dans les milieux politisés, personne ne sait trop à quoi rime cette élection européenne, à commencer par pourquoi un Parlement européen élu au suffrage universel. D'une manière générale, les institutions européennes, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, ont très mauvaise presse, en particulier dans les milieux populaires. Alors, il y a quelques raisons à ça, hein. C'est que dès les premiers pas de la construction européenne, juste après la Seconde Guerre mondiale, on pouvait voir que derrière les grandes phrases sur le plus jamais ça, hein, liées aux horreurs de la guerre, c'est bien des réalités économiques et politiques qui, dès 1951, ont servi de motivation à l'édification de l'Europe. Son premier nom était d'ailleurs la CECA, hein, donc Communauté européenne du charbon et de l'acier, des matières premières déterminantes, en particulier dans l'industrie militaire. Alors très vite, c'est autour de la gestion du nucléaire que les États membres ont étendu leur collaboration. C'est globalement toujours, élargissement après élargissement, les possibilités d'extension du marché commun qui ont été le critère décisif pour les bourgeoisies françaises et allemandes notamment, qui étaient et qui restent les plus bénéficiaires de cette construction. Dès l'après-guerre, la France et ce qu'on appelait à l'époque la RFA, hein, ont la volonté de se rassembler pour continuer à peser dans le concert international après les destructions de la guerre. En effet, les États-Unis et l'URSS sont les vainqueurs et se livrent une guerre froide dont le théâtre est la vieille Europe, devenue une véritable zone d'influence entre ces deux grands. Pour les anciennes puissances impérialistes, comme la France, l'Italie ou l'Allemagne, pour continuer donc à exister, pas d'autre choix que de s'allier sur le plan économique. Une option qui finira même par être adoptée par les Britanniques, pourtant très liés aux États-Unis, à partir de 1973, même s'il y a eu quelques résistances pour ça. Bon, ce marché commun nous est vendu, c'est le cas de le dire, comme un facteur de liberté, hein. Les camarades de ma génération, comme Gaël, quand on était petit, à chaque élargissement, c'était un nouveau pays où on pouvait aller dans les années 80. C'était un peu super. C'était un pays qui rentrait dans la démocratie aussi. Bon, c'était un peu ça l'argument de vente. Parce que la plupart du personnel politique de la bourgeoisie, ça a été quand même une grande constante dans son histoire, était en fait d'accord sur les grands axes de cette construction européenne, à quelques nuances près aujourd'hui, hein, du PS aux Républicains, en passant par la Macronie. Cette élection est une nouvelle occasion de chanter les louanges du marché et de la libre concurrence. Je fais une petite parenthèse quand même sur Raphaël Glucksmann, qui lui a quand même une vision qui va sur le mystique, hein, dans sa logique va-t-en-guerre, sur ce à quoi pourrait servir la construction européenne, c'est-à-dire y compris une armée européenne qui s'opposerait aux velléités impérialistes de la Russie poutinienne. Alors, on nous parle de liberté de circulation, liberté des biens, liberté des services, des personnes, mais c'est surtout la libre circulation des capitaux, hein. Alors, c'est vrai qu'il est appréciable de se rendre aussi facilement en Italie ou en Allemagne. Enfin, ça, c'est seulement quand on a une nationalité européenne, hein, parce que la liberté de circulation, ça reste un privilège que dont beaucoup de gens ne disposent pas, y compris dans l'Europe. Mais bon, la grande œuvre de l'Europe, avec ce marché commun, c'est en fait d'instaurer une concurrence à l'intérieur même du continent, car qui dit marché dit concurrence. Ainsi, le couplage des élargissements successifs liés à la chute du mur de Berlin en 1989-90 et l'accélération des échanges, en particulier avec le développement de l'outil informatique, ont contribué à faire de la construction européenne un puissant facteur de la mondialisation du capitalisme. Alors là, il y a quelques exemples des effets nocifs de cette mondialisation, même si on a toujours raison de la relativiser. J'ai déjà évoqué l'entreprise Prysmian, qui est dans le secteur du Nord-Isère, entre autres, parce que c'est un grand groupe à capitaux italiens au départ, ou en ce moment, on ne sait pas trop comment dire. Et c'est en agitant la menace d'une délocalisation en Roumanie
qu'un des établissements de ce groupe a été fermé, donc dans le nord de la France, en laissant sur le carreau plus de 200 travailleurs. On a aussi l'exemple de Emma France, donc un sous-traitant automobile, qui était où ce matin encore, des huissiers sont venus pour fermer l'usine et souder le portail, ce à quoi se sont opposés les ouvriers, dont donc donneur d'ordre Stellantis, qui est, vous le savez, un groupe qui fait énormément de profits et de bénéfices pour ses actionnaires. Là encore, c'est la menace d'une délocalisation de la production en Turquie qui a été utilisée pour justifier la fermeture de cette entreprise. Demain, avec mon union locale CGT de Pont-de-Cherry, je serai donc un rassemblement qui a lieu à Logiplast à l'occasion du CSE, parce que les camarades là-bas sont très inquiets depuis la reprise de leur entreprise par un fonds de pension espagnol, pour ce que ça veut dire, et qui fait là aussi, pour l'instant, laisser planer des menaces et des rumeurs sur la pérennité de l'emploi. D'ailleurs, un des pièges auxquels on doit faire face dans cette discussion, c'est aussi le fait que avant, c'était cette entreprise Logiplast là, qui fait des sièges bébés, c'était un patron local qui détenait l'entreprise et qui l'a fait tourner pendant tout un temps, sans pour autant que ce soit bien mieux pour les conditions de travail. Voilà, il peut y avoir aussi des relents un peu nationalistes à chaque fois que ces fermetures d'usines se profilent. C'est d'ailleurs un levier sur lequel a beaucoup appuyé l'extrême droite pendant des années, celui du souverainisme économique, on a appelé ça, la fermeture des frontières. Alors, c'est une illusion de pouvoir faire tourner la roue de l'histoire à l'envers, qui se combine bien avec le racisme, le post-colonialisme, qui est tout à fait dans les gènes de cette famille politique, comme ça me le rappelait, et puis comme on le voit aussi avec leur prise de position sur la Nouvelle-Calédonie Kanaki. Alors, le retour d'un patron paternaliste qui se goinfre uniquement sur un marché domestique, ça sent bon le temps béni des colonies, on dirait. On sait où conduisent ces idées. Dans le pire des cas, c'est le Brexit, par exemple, au Royaume-Uni, qui a été adopté après une campagne ordurière contre les immigrés et qui a absolument pas amélioré le sort des travailleurs britanniques. Mais quelle déception, quand même, de voir une partie de ces arguments repris dans les discours de la plupart des listes de gauche. On pense à LFI et au PCF, qui hier encore, dans le grand débat des 8 principales listes, on aurait bien aimé qu'il y en ait 9 quand même, ce débat-là, mais bon, une autre fois peut-être, qui ont fait assaut d'argumentation rétrograde, réactionnaire sur ce terrain-là. Alors on se demande, est-ce qu'il s'agit réellement d'aller sur le terrain de l'extrême droite pour lui revendiquer des électeurs ? Pour moi, ça fait un peu apprenti sorcier, quoi. Mais en les voyant défendre la réindustrialisation et le localisme, on se demandait sur ce terrain-là ce qui les distinguait vraiment de Maréchal, Bardella et compagnie, quoi. Comme quand on a vu Ruffin, en défense des ouvriers de Prysmian, déclarer que l'État devait s'interposer, laissant entendre qu'un bon État, dont lui et ses camarades seraient le représentant, n'aurait pas laissé faire ça. C'est exactement le contraire. C'est parce que l'État, quelle que soit la couleur de celui qui le dirige, est au service des capitalistes, que les capitalistes peuvent se conduire de cette manière et laisser sur le carreau des centaines de familles ouvrières. Et camarades, les illusions sur la bonne gestion de l'État par la social-démocratie, pour le coup, c'est encore plus vieux que la construction européenne. En fait, présenter ce type de voie de garage, c'est au fond ne pas faire confiance à la classe ouvrière, à sa capacité à lutter et à renverser le capitalisme. C'est l'enfermer dans des carcans patriotiques. Alors non, on ne sauvera pas le moindre modèle, qu'il soit français ou non, en se gargarisant. Au contraire, le seul moyen de sauvegarder emploi, salaire ou conditions de travail, c'est précisément d'étendre les luttes à une autre échelle, une échelle de contestation globale de toute l'organisation économique et de son remplacement par une société où c'est ceux qui travaillent qui décident. J'ajoute que les conditions économiques sont aujourd'hui absolument réunies pour faire ça. Les interconnexions à l'échelle continentale sont systématiques et les entreprises sont interdépendantes. Comme l'a démontré la grève de Emma France, qui a mis à l'arrêt plusieurs sites
d'automobile, dont l'usine PSA Poissy, où mon camarade Ken travaille. Quand on achète une voiture aujourd'hui, ou l'autocar que je vais conduire demain, il est quasiment impossible de savoir d'où proviennent la totalité des pièces nécessaires à la construction. La moindre grève a toujours des incidences sur la totalité de la chaîne de production concernée. Voilà pourquoi nous sommes une seule et même classe ouvrière. Voilà pourquoi nos idées et notre campagne sont fondamentalement internationalistes. La construction de l'Europe sous l'égide de la bourgeoisie ne pourra jamais être autre chose qu'une construction de flics et de marchands, car c'est ça la bourgeoisie. L'établissement d'une société fraternelle, débarrassée des frontières, cette œuvre-là ne pourra être que celle de la classe ouvrière, avec un vieux mot d'ordre du mouvement ouvrier pour les États-Unis socialistes d'Europe.